Bonjour et bienvenue sur le podcast Banous, le podcast du marketing et de la com digitale. Banous est un podcast sans sponsoring qui ne repose que sur l'intérêt que l'on porte à nos invités. Seul ou à plusieurs, nous essayons d'approfondir avec un invité un sujet digital de manière pratique et totalement agnostique. N'oubliez pas, votre aide nous est précieuse. En likant, en partageant, en mettant 5 étoiles sur iTunes, vous nous aidez à développer ce side project. Bonne écoute. Bonjour Mathieu. Salut Laurent. Aujourd'hui, on va faire un point sur les notions de privacy. Et pour ça, on a la chance de recevoir un avocat spécialisé sur le domaine, Fabrice Perbost. Bonjour Fabrice. Avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Oui, bonjour à tous les deux, bonjour à tous. À titre principal, je suis avocat au barreau de Paris et je suis associé au sein du cabinet Harley Avocat, qui est un cabinet d'avocats qui représente principalement des sociétés à forte croissance. Et je suis spécialisé dans le domaine de l'IT et notamment très actif dans le domaine de la data. Pour commencer, est-ce que tu peux nous donner les différences entre le RGPD et le règlement e-privacy ? Oui. Alors peut-être avant d'évoquer leurs différences, je dirais qu'il faut quand même tout d'abord faire une première mise au point sur le vocabulaire, parce que plutôt que de règlement e-privacy, je parlerai de projet de règlement e-privacy, car aujourd'hui les institutions européennes elles sont toujours en train de revoir la directive e-privacy, et en attendant, le texte qui est encore applicable, c'est la directive e-privacy. Mais tu as raison, le RGPD et la directive e-privacy, ce sont les deux principaux piliers du cadre juridique concernant la protection de la vie privée et des données personnelles des citoyens de l'Union européenne. Ces deux textes, toutefois, n'ont pas le même périmètre, d'où quelques différences en effet. On a d'un côté le RGPD, qui lui se focalise sur la protection des données à caractère personnel des personnes physiques et qui permet la libre circulation de ces données au sein de l'Union européenne. Ce qui veut dire à contrario que le RGPD, il ne va pas s'appliquer lorsque aucune donnée à caractère personnel d'une personne physique n'est traitée. Alors pour prendre quelques exemples, par exemple, le traitement du numéro de téléphone du service client automatisé d'une société, c'est pas une donnée personnelle et ça ne peut donc pas être régi par le RGPD. Il en est de même pour le traitement de l'adresse IP d'un photocopieur numérique dans une entreprise. Ça ne relève pas du RGPD. Donc on a d'un côté le RGPD qui traite des données à caractère personnel et de l'autre côté la directive e-privacy qui, elle, concerne le respect de la vie privée concernant les services de communication électronique accessibles au public. Donc ce qui est important dans la directive e-privacy, c'est la protection de la vie privée. Alors certes, la directive, elle traite aussi des données personnelles, mais pas exclusivement. Donc si on prend, là encore, si on prend un exemple, la directive e-privacy, si tu veux, elle ne va pas s'appliquer à un intranet qui ne serait accessible qu'aux employés qui l'utilisent à des fins professionnelles. Parce que l'intranet, ce n'est pas un service de communication électronique qui est accessible au public. Donc il y a clairement une différence entre d'un côté le RGPD et la directive e-privacy, sachant que si on veut avoir les idées claires, le RGPD il a un champ d'application général, alors que la directive e-privacy elle a un champ d'application un peu plus restreint et un peu plus spécialisé. Est-ce que pour toi, il y a d'autres textes qui sont importants et qui traitent de la privacy ? Alors oui, il y en a pléthore, c'est un vrai millefeuille en la matière, mais je listerai ici, par exemple, toutes les décisions de la Commission européenne. On a ensuite les avis du Comité européen de protection des données, qu'on appelle le CEPD, qui est venu remplacer le G29, mais on a également toutes les décisions qui sont rendues par les autorités de contrôle, des autorités de contrôle nationales, c'est-à-dire la CNIL, mais également les autorités de contrôle de chaque État membre qui sont compétentes en matière de données personnelles. Et enfin, on a les lois nationales de transposition. Donc, concernant plus particulièrement les lois nationales de transposition, mais sans faire de cours de droit, parce qu'on va peut-être épargner nos auditeurs,
elles sont importantes quand même parce que la directive e-privacy dont on parlait il y a 2 minutes, elle n'est pas d'applicabilité directe. Donc ça veut dire qu'en fait, elle suppose une transposition en droit national pour chaque État membre. La conséquence, c'est qu'en fait, sa transposition, elle ne va pas toujours être uniforme au sein de l'Union européenne. On va avoir des règles qui pourront différer d'un État à l'autre. Et c'est important pour les spécialistes du marketing d'avoir quand même à l'esprit qu'une règle ne sera pas nécessairement exactement la même en France, en Allemagne ou en Espagne. Alors je précise le point parce que à l'inverse, le RGPD, il est censé être un outil d'applicabilité directe dans tous les États membres. Et le but du législateur, ça a été justement de fournir un cadre harmonisé au sein de l'Union européenne en laissant quelques marges de manœuvre aux États membres, mais pas plus que ça, hein. Donc, si tu veux, pour prendre un exemple et pour illustrer, euh, concernant concernant le seuil de minorité et de recueil du consentement du mineur versus le recueil par le titulaire de l'autorité parentale. Le RGPD, il a fixé un consentement valide par le mineur à partir de 16 ans. Donc à partir de 16 ans, en fait, le mineur peut consentir sans l'autorité parentale, mais le RGPD a permis aux États membres d'ajuster cette limite entre 13 ans et 16 ans. Ce qui fait que, par exemple, en France, le seuil a été fixé à 15 ans, au-delà duquel un mineur peut consentir seul, alors que dans d'autres pays, je pense par exemple à la Belgique ou au Royaume-Uni, et je crois d'ailleurs également en Espagne ou au Portugal, le seuil a été fixé à 13 ans. Donc c'est des particularités propres à chaque pays. Donc finalement, si un marketeur fait une campagne sur plusieurs pays, il doit bien vérifier les lois en fait, de chaque pays pour sa campagne. Mathieu, est-ce que tu as une autre question ? Non, bah, effectivement, déjà, merci Fabrice pour cette synthèse, c'est très clair. Et effectivement, j'invite tous les web marketeurs, les digital marketeurs qui nous écoutent à bien se renseigner, notamment sur le RGPD, qui est quand même un peu la base de leur métier, même si on comprend avec toi, Fabrice, qu'il y a d'autres champs d'application et d'autres règlements et d'autres textes qu'il faut quand même connaître. On a la CNIL en France, qui est un peu le gendarme ou l'aide qui va nous accompagner dans la mise en place du respect de la loi et du cadre juridique qui s'impose à tout web marketer. Le 1er octobre dernier, la CNIL a émis des recommandations quant au recueil du consentement au dépôt des traceries électroniques et nous a laissé, à nous les marketeurs, jusqu'au 31 mars, il me semble, pour mettre en place ces applications. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que nous a dit la CNIL ce 1er octobre et ce qu'elle nous demande de faire d'ici un bon mois? Et comme le rappelait Laurent, encore une fois, on enregistre début mars. Oui, alors je peux en effet évoquer ces points-là. Je voudrais quand même peut-être attirer quand même l'attention de nos auditeurs quand je parlais de RGPD, de directive e-privacy. En fait, il faut quand même bien qu'ils s'interrogent de manière très concrète, hein, quand ils sont face à une problématique, eh bien, il faut être méthodique, hein. Donc, il faut se poser les questions suivantes. C'est un, est-ce que je suis dans le champ d'application d'e-privacy? Oui ou non? Et deux, est-ce que je traite des données personnelles? Et à partir de là, on peut commencer à dérouler, parce qu'en plus de ça, sinon ça serait trop simple, il peut y avoir des chevauchements entre entre le RGPD et la directive e-privacy. On va y revenir tout à l'heure, mais je pense notamment à l'utilisation de cookies dans l'e-commerce. Les cookies dans l'e-commerce, ça relève à la fois du RGPD et à la fois de la directive e-privacy. La même chose pour la prospection commerciale. Donc ça va être le travail du marketeur ou aidé de son juriste ou de son avocat de déterminer de quelle manière vont s'appliquer ces textes, car il peut y avoir à certains moments un conflit entre eux. Alors pour revenir à ton point, Mathieu, c'est vrai que la CNIL est venue légiférer dans ce domaine-là, puisqu'elle elle a établi un plan d'action sur le ciblage publicitaire, et la CNIL a décidé d'actualiser ces textes de référence.
Alors là aussi, peut-être un petit rappel quand même il faut savoir que la CNIL a adapté deux types de documents, hein. Je préfère être précis là-dessus, peut-être une déformation professionnelle, mais elle a adopté d'une part des lignes directrices. Donc les lignes directrices, c'est une synthèse du droit applicable, hein. Elles se veulent objectives. Et d'autre part, elle a adopté, et elle a publié, comme tu le rappelais en septembre, une recommandation qui porte sur la gestion des cookies et des autres traceurs. Et cette recommandation, c'est une sorte de... C'est un guide pratique en fait à l'usage des professionnels, une sorte de to-do list, un check des actions de conformité. Et à partir de cette... alors il va toujours être possible pour les acteurs du marketing de s'écarter légèrement de ces recommandations, dès lors que les lignes directrices sont respectées. Mais évidemment, si on suit intégralement la recommandation, c'est une garantie d'être conforme au regard des standards de la CNIL. Alors, pour revenir ce qui est contenu dans cette recommandation, je dirais que le point clé, hein, le point principal, il est relatif au consentement. Même si les grands principes de recueil du consentement demeure, et même si la CNIL n'a pas non plus réécrit la loi dans le cadre de sa recommandation, elle est désormais nettement plus exigeante sur les modalités de recueil du consentement. Et cette exigence, elle se matérialise de deux façons. La première, c'est que la poursuite de la navigation ne peut plus être considérée comme une expression valide du consentement au cookie. Ça, c'est le premier point important. Et le second point, c'est que les acteurs du marketing doivent être en mesure de fournir à tout moment la preuve du recueil valable du consentement. D'ailleurs, pour compléter ce que tu dis, Fabrice, il me semble que la CNIL utilise le terme cookie pour désigner tout type de traceur électronique, n'est-ce pas ? Elle alterne entre l'utilisation du cookie ou l'utilisation des traceurs. Voilà, c'est ça. Et donc, comme tu le mentionnais, premier point, la poursuite de la navigation ne vaut pas consentement. Et deuxième point, il faut stocker la preuve du consentement. C'est ces deux éléments qu'a apporté la CNIL, c'est ça, Fabrice ? Oui, c'est les deux éléments, enfin en tout cas, c'est les deux éléments principaux. Alors si on revient sur le premier point, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire que les personnes doivent consentir au dépôt de traceurs par un acte positif clair. Ça revient à dire quoi finalement ? On le sait tous, c'est le fait de cliquer sur le bouton j'accepte dans une bannière cookie emporte consentement. Et si les personnes ne le font pas, aucun traceur ne pourra être déposé ou lu sur l'appareil. Donc si tu veux, en d'autres termes, ça revient à dire que le consentement doit se manifester par le biais d'une action positive de la personne. Donc on le voit pour la CNIL aujourd'hui, continuer à naviguer sur un site web, continuer à utiliser une application mobile ou bien faire défiler la page d'un site web ou d'une application mobile, ça constitue aucunement une action positive, en tout cas une action positive claire, assimilable à un consentement valable. Donc par exemple, je sais pas moi, si on prend l'exemple d'un site de presse type Le Monde, qui voit ses internautes revenir chaque jour. En revanche, pour un site qui ne voit ses internautes revenir qu'au terme de plusieurs mois, je pense par exemple à un site d'e-commerce, d'achat où il y aurait des achats qui seraient non récurrents, il serait légitime de demander à chaque fois le consentement de l'internaute. Mais je pense que c'est important de préciser un point aussi ici, parce que là on a parlé du consentement clair, mais ce qui est intéressant ici aussi, c'est que contrairement à l'acceptation qui passe par une action positive, la CNIL considère que le refus, lui, peut se déduire du silence de l'utilisateur. Donc pour la CNIL, désormais, ignorer ou ne rien faire vaut refus des traceurs et non acceptation. Donc ça c'est intéressant parce que alors c'est vrai que la CNIL, il est toujours envisageable que ce refus passe par une action de l'utilisateur. Et d'ailleurs, la CNIL, dans sa recommandation, considère que l'action de refuser doit présenter le même degré de simplicité que celle qui permet d'exprimer son consentement. Et la CNIL, dans sa recommandation, eh bien, elle est venue, au moyen d'illustration, elle est venue suggérer que le bouton tout accepter soit présenté de la même façon, en tous les cas, ne soit pas davantage mis en valeur que le bouton tout refuser.
finalement, cette position de la CNIL va renforcer les cookie walls, dans le sens où le site web va proposer 3 choix. Un premier choix, par exemple, un abonnement à un faible coût. Le deuxième choix, l'acceptation des publicités personnalisées. Et le troisième choix, le fait que l'internaute, on l'invite à quitter le site. Comment toi tu vois les choses ? Alors, deux points par rapport à ça. Oui, tu as raison. Aujourd'hui, le choix de l'internaute, il est quasi binaire, hein. Si j'écarte la troisième hypothèse qui existe toujours, qui est l'hypothèse de personnalisation, mais qui sera probablement peu utilisée. Donc aujourd'hui, on est dans soit le tout accepté, qui sera probablement très rare, soit le tout refusé, qui sera présenté de la même façon que le bouton tout accepté. Mais c'est même plus grave que ça, parce qu'en fait, on peut même avancer aujourd'hui que désormais, il est plus facile de refuser que d'accepter. Puisque d'un côté, pour accepter, une seule action est possible, c'est-à-dire cliquer sur le bouton accepter, alors que pour refuser, 2 actions sont possibles, c'est cliquer sur le bouton refus ou ne rien faire. Hein. Donc, si tu veux, on a vraiment ici le sentiment que la CNIL a fait sienne la phrase de Talleyrand qui disait il n'y a qu'une seule façon de dire oui, c'est oui. Toutes les autres veulent dire non. Donc, il y a un vrai, il y a un vrai impact pour l'écosystème. Et alors, ça c'était pour le premier point. Et pour le second point sur le cookie wall, alors oui, a priori, ça renforce la pratique du cookie wall. Alors pour nos éditeurs, petit rappel rapide, hein, le cookie wall, c'est la pratique qui consiste à bloquer ou à restreindre l'accès à un site internet tant que l'utilisateur ne consent pas à l'utilisation des cookies. Mais sauf que, si tu veux, les autorités nationales européennes, et notamment la CNIL, voient d'un très mauvais œil le cookie wall. Donc, certes, ça peut renforcer le cookie wall, mais le cookie wall n'est pas en odeur de sainteté auprès des autorités. La CNIL l'avait même interdit, et puis elle a été retoquée par le Conseil d'État. Je ne reviendrai pas sur la décision du 19 juin 2020 là-dessus, mais en gros, pour la CNIL considère que le cookie wall peut porter atteinte à la liberté du consentement, et elle estime que la licéité du cookie wall est à appliquer au cas par cas. Donc ça veut dire que, si tu veux, dans tous les cas de figure, elle considère que l'utilisateur d'un cookie wall, l'éditeur qui mettra en place un cookie wall, devra informer l'utilisateur des conséquences de ses choix et notamment de l'impossibilité d'accéder au contenu ou au service en l'absence de consentement. Alors, si je comprends bien, au-delà du droit, la CNIL a un jugement sur un modèle économique, finalement. Oui, je vois ce que tu veux dire, mais si tu veux, enfin, quand tu pratiques régulièrement la CNIL, tu le vois bien, l'objectif de la CNIL, c'est pas de protéger un écosystème. Je dirais même, c'est peut-être même pas de favoriser un écosystème. La CNIL, c'est une autorité administrative indépendante. Elle est là pour faire respecter la réglementation sur les données personnelles. Donc, on ne peut pas lui demander non plus ce qui ne rentre pas dans ses attributions, hein. Mathieu le faisait remarquer tout à l'heure, la CNIL, c'est le gendarme des données personnelles. Donc, la CNIL, elle est là pour faire appliquer les textes. Après, si ça a un impact sur l'écosystème, elle reste à l'écoute de l'écosystème, hein, de même qu'elle a procédé à des consultations publiques et à l'écoute des acteurs et à l'écoute de la société civile et à l'écoute des acteurs. Mais son but premier, c'est de faire respecter la loi. Oui, et puis comme le disait justement Laurent, c'est vrai qu'il y a tout un business model du web gratuit qui est financé par la publicité. Comme tu le mentionnais Fabrice, la CNIL a toujours eu cette démarche d'aller consulter les professionnels avant d'émettre ses recommandations, ses textes. Alors parfois, elle écoute bien les professionnels, parfois elles vont pas forcément dans le sens du professionnel, donc évidemment elle n'est pas là pour réorchestrer une industrie, etc. Mais il y a une vraie problématique quand même du financement des sites de contenu par la publicité. Il y a beaucoup d'éducation en ce moment qui est fait par ces sites-là, notamment sur les bandeaux de recueil du consentement. Et il y a certains A/B tests
comme j'ai vu les Échos et le Figaro récemment, où vraiment il y avait une démarche d'éducation de l'utilisateur, de lui dire grosso modo, bah, si tu as du contenu, c'est parce qu'on se gagne de l'argent par la pub, donc si tu n'acceptes pas les cookies, on va pas pouvoir gagner de l'argent et donc te produire des contenus de qualité. Et c'est vrai que c'est compliqué de faire de ménager la chèvre et le chou entre la protection des données, le consentement, les modèles économiques. Et ma question débouche sur, est-ce qu'il y a des moments ou des cas dans lesquels le recueil du consentement n'est pas obligatoire, et quelle est la définition de ce cas? Parce que, alors je pense à l'intérêt légitime, tu m'as suivi évidemment Fabrice, parce que c'est souvent, on nous parle, le marketeur souvent brande l'intérêt légitime pour un peu tout et n'importe quoi. C'est quoi l'intérêt légitime, et à quoi ça sert finalement? Alors oui, il y a l'intérêt légitime, il y a également d'autres possibilités, comme par exemple l'application du contrat. L'intérêt légitime, on en parle souvent, il est très difficile à mettre en place parce que il nécessite tout de suite en fait une balance ou un arbitrage entre ce qu'on entend par l'intérêt légitime. Et l'intérêt légitime du marketeur n'est pas nécessairement l'intérêt légitime de l'internaute. Et donc, quand on fait cet équilibre, enfin quand on fait cette équation, ou quand on essaie de répondre à cette question, on voit vite que, alors il y a encore beaucoup d'acteurs qui se prévalent de l'intérêt légitime, mais quand on pousse un peu plus le raisonnement, on se rend compte que l'intérêt légitime qu'on peut mettre en avant quand on est un acteur du marketing va vite se heurter en fait à l'intérêt légitime de l'internaute. Donc, certes, il y a des exceptions, certes, on peut essayer de les faire valoir, mais au final, très souvent, en tous les cas, même si je ne dis pas qu'on ne peut pas l'utiliser, hein, très souvent, en fait, on se retrouve à devoir aller dans l'option du consentement pour pouvoir répondre aux desiderata de la CNIL. Et par rapport à ça, c'est vrai que tout à l'heure, quand je disais que la CNIL elle est là pour appliquer la loi, elle est là pour défendre elle n'est pas là pour défendre une activité en particulier, mais c'est vrai que la recommandation ou les lignes directrices, elles ont un impact direct au niveau de l'écosystème publicitaire, car maintenant, dès lors que la personne elle peut refuser les traceurs aussi facilement qu'elle peut les accepter, il est fort probable qu'il va y avoir une baisse du nombre d'utilisateurs qui consentent à l'utilisation des cookies. Donc la conséquence, c'est que si on ne peut pas faire valoir l'intérêt légitime ou l'application d'un contrat, eh bien, c'est que sans consentement, on n'aura pas de publicité ciblée, on ne va pas pouvoir monétiser son audience, et donc c'est tout le business model d'un grand nombre de sociétés qui s'appuyaient sur la publicité ciblée qui va se retrouver aujourd'hui bouleversé. Ça va d'autant plus se retrouver bouleversé que jusqu'à présent, si tu veux, le cookie, c'était un peu comme la passerelle de l'avion pour le passager, hein. C'est-à-dire que la passerelle de l'avion, elle est indispensable pour monter dans l'avion, mais une fois que l'avion a décollé, la passerelle, plus personne n'y pense. Eh bien, le cookie, jusqu'à présent, pour l'écosystème publicitaire, c'était un petit peu la même chose. C'était indispensable pour faire du marketing, mais une fois que la campagne était lancée, le cookie, plus personne n'y pensait. Sauf qu'on avait oublié, c'est qu'il y a une personne qui a continué à y penser, c'est la CNIL. Et aujourd'hui, elle nous oblige, enfin, elle oblige les acteurs du marketing à repenser les modes de commercialisation des espaces publicité en ligne. Alors, bon, moi, je laisserai enfin, ça, c'est plutôt spécialiste que vous êtes de voir, d'examiner. Je suis persuadé qu'il y a des nouvelles technologies qui se développent pour essayer de maintenir l'écosystème publicitaire, mais ce que je vois de mon point de vue d'avocat, c'est que là où il y a une vraie difficulté, c'est qu'aujourd'hui, en fait, la CNIL demande de se mettre en conformité, donc c'est lourd de conséquences en matière de développement d'outils, de recueil du consentement, de mise en place de CMP, mais la contrepartie de l'investissement, hein, parce que c'est de l'investissement en temps et en argent, il n'est même pas assuré aujourd'hui, car un refus de consentement au cookie publicitaire, ça va signifier quand même une importante source de revenus pour ces sites.
Fabrice, merci, c'est super clair. J'ai une dernière question, parce que c'est un peu la hantise et la question qui est sur toutes les lèvres des web marketeurs en ce moment. C'est lié à Google Analytics, donc, qui est cet outil qui est déployé pour mesurer l'activité d'un site internet, et notamment le nombre de visiteurs qui viennent sur un site, si on prend juste cet exemple très concret. Est-ce que demain, un utilisateur qui refuse les cookies, c'est un utilisateur qui ne sera pas compté comme visiteur dans mon Google Analytics? Alors, en fait, que ça soit Google Analytics ou un autre cookie, tout dépend de la finalité du cookie. Si on considère que ce cookie, sa finalité, c'est un cookie de mesure d'audience, et si ce traceur est nécessaire pour mesurer l'audience, la CNIL considérera que le consentement n'est pas nécessaire et donc on peut continuer à tracer l'utilisateur. Le problème ici, parce que c'est une bonne question, parce que aujourd'hui, en fait, les choses sont à la fois claires et pas claires en matière de cookies qui sont exemptés ou pas. Il y a certains cookies, certains traceurs, les choses sont très claires. On a vraiment du bitume devant nous et on sait où on va, parce que la CNIL a posé un certain nombre de points sur lesquels elle nous dit quels sont les traceurs qui sont soumis au consentement et quels sont les traceurs qui ne sont pas soumis au consentement. Mais sur d'autres, on est quand même encore dans le brouillard, et le traceur que tu as évoqué, les traceurs que tu as évoqués, c'est une bonne illustration, parce qu'on a une vraie interrogation sur les traceurs de mesure d'audience, de savoir s'ils sont exemptés ou pas du consentement. Et là, c'est vrai qu'on est encore dans le brouillard. On est d'autant plus dans le brouillard que, en fait, dans sa recommandation de 2013, la CNIL avait été beaucoup plus simple, puisqu'elle avait considéré que tous les traceurs de mesure d'audience pouvaient bénéficier de l'exception au consentement. Donc, si on n'obtenait pas, si je reprends ton exemple, si on n'obtenait pas le consentement de l'utilisateur, eh bien, on pouvait quand même continuer à utiliser les traces qu'il pouvait laisser. Or, le problème, c'est que dans sa recommandation de 2020, la CNIL dit « cela dépend ». C'est du cas par cas. Et elle va considérer que dès lors qu'un traceur qui est là pour dès lors que le traceur pour mesure d'audience est nécessaire au service de communication en ligne demandé par l'utilisateur, oui, alors il va s'agir d'une exemption au consentement. Et donc elle va considérer que, eh bien, je sais pas moi, si le traceur permet de mesurer la performance ou permet de détecter des problèmes de navigation, si ce traceur est nécessaire, alors elle va considérer que l'exception n'est pas nécessaire. En revanche, seront considérés comme non nécessaires, et là, un recueil du consentement sera requis. Ce seront par exemple les traceurs qui permettent qui permettent le suivi global de la personne. Donc, pour reprendre ton exemple, si ce traceur permet de suivre les habitudes de consommation, eh bien là, non, on ne pourra pas on ne pourra pas installer le cookie ou le faire lire dès lors qu'il n'y a pas eu un consentement préalable de la CNIL. Mais tous ces points-là, parce que là, pour le coup, c'est vraiment d'actualité, puisqu'il y a eu un webinar de la CNIL vendredi 26 février, et lors de ce webinar, la CNIL a confirmé qu'elle allait, sur la question, lancer prochainement un appel à participation pour permettre aux acteurs du marketing de présenter leur solution de mesure d'audience qui pourrait être exemptée. Donc l'idée de la CNIL, c'est que les acteurs du data marketing qui seraient intéressés, eh bien, présentent leur dossier à la CNIL, qu'elle va analyser, et la CNIL va ensuite examiner si les solutions répondent effectivement aux critères qui ont été posés pour l'exemption. Donc, s'il y a des acteurs du marketing qui sont intéressés par cette approche, par cette participation, eh bien, qui n'hésitent pas, bien évidemment, à candidater. Merci Fabrice pour toutes ces explications. Alors, dernière question, où est-ce qu'on peut te suivre ? Oui, alors sur les réseaux sociaux des différents comptes du cabinet Harley Avocat, LinkedIn ou Facebook, mais vous pouvez également nous suivre on vient juste de créer un nouveau site qui s'appelle Let's Start Up Together,
Et c'est un site qui est uniquement dédié aux startups. On vient juste de mettre en place une offre de forfait ou d'abonnement qui sont conçus spécialement pour les entrepreneurs afin qu'ils puissent bénéficier des services que nous proposons habituellement à nos clients. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur Insta, sur Twitter, Facebook et LinkedIn. Merci d'avoir écouté cet épisode de Banous. N'oubliez pas, votre aide nous est précieuse. En likant, en partageant, en mettant 5 étoiles sur iTunes, vous nous aidez à développer ce side project. Et retrouvez-nous sur le site banous.com, banous, B-A-2-N-O-U-Z-E.com. À bientôt.